bonjour, merci d'être venu pour cette projection qui s'inscrit dans le cadre de l'hommage que nous rendons à David Gordon Green. La projection du film que vous allez voir maintenant sera suivie d'une rencontre avec lui. J'aurai le plaisir de m'entretenir avec lui sur sa carrière, sur le film et puis plus généralement sur sa carrière. Et bien sûr, vous serez libre de poser toutes les questions que vous voulez lui poser. Il est assez difficile de comprendre que celui qui a réalisé le film que vous allez voir est aussi celui dont l'œuvre a été illustrée par cette bande-annonce, tellement le film paraît aux antipodes d'un cinéma contemplatif, onirique, qui caractérisait les premiers films de David Gordon Green. Mais ça, j'ai plein de questions à lui poser là-dessus. Your Highness, Votre Majesté, s'inscrit dans le cadre d'une trilogie, en fait, à partir de 2008. Il surprend tout le monde en réalisant d'abord une comédie produite par Jules Apatow, qui est Pineapple Express, Délire Express en français, puis ce film-là, et puis un autre qui est Babysitter malgré lui. Donc là, tout d'un coup, il s'inscrit dans la veine de ce genre de comédie déjantée qui est très à la mode à cette époque-là, dans le cinéma hollywoodien, un genre volontiers incorrect, et je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait encore à Hollywood faire des films comme ça, donc c'est extrêmement réjouissant. Il a choisi Your Highness donc pour discuter de son cinéma avec vous. Votre Majesté, bonne projection. À tout à l'heure. C'est une comédie. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci d'accueillir David Gordon Green. C'est Anaïs, Duchet, par la traduction. Je les invite à monter. That's a weird movie. C'est un drôle de film. Alors c'est quand même le film que vous avez choisi pour discuter avec le public de la Cinémathèque. On sait que c'est un film qui n'a pas eu un grand succès commercial, qui n'a pas non plus les meilleures critiques, et pourtant c'est celui-là que vous avez choisi. C'est parce que c'est toujours l'enfant le plus chétif qu'on préfère. It's the movie that is the closest to what we set out to do of any movie I've made. We had the Danny McBride, I went to college with Danny McBride, the actor and the writer, and we came up with the title in college and decided we wanted to make a movie. Someday we wanted to make it to Hollywood and we would know we were successful and we could make a movie about a prince that smoked weed and fights dragons. And so it was like a college dream come true for us to be able to get to the point where someone would trust us with $60 million and make the stupidest thing we could. En tout cas, c'est le film le plus proche de ce que j'avais en tête avant de le faire. Danny McBride, donc, qui est le co-scénariste, on était à la fac ensemble, en école de cinéma ensemble, et on avait trouvé le titre du film dès nos années d'école, et on s'était dit un jour, quand on aura du succès à Hollywood, on fera un film sur un prince qui fume de l'herbe et qui combat des dragons. Donc c'est vraiment un rêve étudiant. C'était notre rêve de se dire on va arriver à gagner la confiance de financiers pour avoir 60 millions de dollars et faire le film le plus bête qui soit. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que vous avez réussi à convaincre Universal de financer le film et de le distribuer. Ça a été facile ou... So, Universal was going to make Pineapple Express, a movie that was my first comedy. And at the last minute there was some budget dispute, and so Sony Pictures offered us the money we wanted, and so we moved the movie from Universal and we made a very successful film with Sony. And so, once Pineapple Express did very well at the box office, and a few times in my career and in careers of filmmakers, basically an industry looks to you and says, what do you want to do next? And so Universal had, I'm sure, a little regret of letting Pineapple Express slip through their hands, and were really warm about letting us loose
and giving us a bunch of money to make something crazy. Alors en fait, on devait faire le film Délire Express, ma première comédie, avec Universal. Et puis à la dernière minute, il y a eu, et pour une histoire d'argent, ce n'est pas Universal qui a produit le film, mais on s'est tourné vers Sony. Et comme le film a eu beaucoup de succès, eh bien on s'est retrouvé dans ce rare cas dans le secteur du cinéma où on a des financiers qui nous disent bon, bah, qu'est-ce que vous voulez faire, qui nous donnent un peu carte blanche. Et je pense qu'Universal avait un petit peu ce regret d'avoir laissé échapper Délire Express. Et donc ils ont été extrêmement accueillants avec nous et donc ils nous ont lâché la bride et voilà, ça donne ce film complètement absurde. Et le tournage a été facile, j'ai vu que vous êtes parti en Irlande du Nord pour tourner le film. Every scene is difficult. So as foolish as some of the sequences and the characters and the dialogue is, there was not one easy day. Every day, Our crew was some of the greatest technicians in the world, from our German effects company to our British visual effects company, the great stunt coordinator, Simon Crane. We had A-list, very serious technicians. Mark Tildesley, our production designer in this incredible British art department, and we're shooting in Northern Ireland, and these incredible crew from Belfast. And so it was simultaneously the most fun and the most difficult thing you could be doing because the logistics, the safety, the stunts, the effects, and you're still trying to make something that is funny, you know. And it's not big funny, like a big physical joke, it's these little funny looks and these vulgar lines. So it was tricky to balance the absurdity on top of this epic and expensive responsibility. Chaque scène, oui, a été difficile à tourner. Il n'y avait pas une journée facile. On avait pourtant une équipe de techniciens vraiment d'exception, que ce soit aux effets visuels, une équipe allemande et une équipe britannique, l'équipe de cascadeurs qui était exceptionnelle. Et en Irlande du Nord, en tournant en Irlande du Nord, on avait une excellente équipe aussi venue de Belfast. Et donc c'est à la fois le tournage le plus fun et le plus complexe que j'ai eu à faire en termes de logistique, de sécurité, et tout ça pour arriver à un résultat qui soit drôle, pas une drôlerie forcément évidente, mais avec voilà, des jeux de regard, des répliques qui vont être vulgaires et qui vont être décalées, et c'était un équilibre entre cette absurdité et le côté épique et la responsabilité financière qu'on avait. Alors justement, le film doit beaucoup à la drôlerie des comédiens, James Franco et Danny McBride, qui sont absolument hilarants. Est-ce qu'il y a eu de l'improvisation sur le tournage? Est-ce qu'ils ont, à un moment donné, vous les avez laissés faire et ils sont partis comment on dit, en live, en cacahuète? Very much improvised. We had just done, Danny McBride and James Franco and I had just done Pineapple Express, which was a very highly improvised movie. And I think, personally, my humor is all over that movie, and I apologize for those that don't share that, but we had a dialect coach to try to help them with the accents, and it kind of would get in the way of some of the improv, and I thought, you know what, it's funny if they're not the best accents, if it's not the most trained and Shakespearean and perfect, I'd rather have them just feel free and loose and like kids are playing pretend in the backyard with their kind of strange, affected dialect. Oui, il y a eu énormément d'improvisation. Danny McBride, James Franco et moi, on venait de faire ensemble Délire Express, dans lequel il y avait déjà beaucoup d'impro. C'est vraiment mon humour qui est dans le film, donc je m'excuse pour ceux qui ne le partagent pas. Au départ, on avait engagé un coach pour les accents, et finalement, on s'est dit que ce serait plus drôle si leur accent n'était pas parfait, si c'était pas du pur anglais british shakespearien, et on a préféré les laisser libres comme des gamins qui jouent dans un bac à sable. Alors comment est-ce que, parce que le film est quand même très très drôle, comment vous expliquez qu'il n'ait pas eu de succès et qu'en plus les critiques n'aient pas aimé ça? So it's a movie I have watched since it came out, and I keep and I think I'm reasonable, and my ego is reasonable at saying, at finding reasons why things don't work, or they do work, or they're different than I'd expected or I'd wanted. And this is a movie
that I keep thinking the next time I see it, I'll understand why people think it sucks. But I still just smile my ass off every time I'm watching it because it's so dumb. I will say, I think it came out at a time when the studio marketed it like a spoof of a Lord of the Rings movie or a Harry Potter movie. And so I think a lot of people were very disappointed that it had nothing to do with those franchises. En fait, j'ai revu le film plusieurs fois depuis sa sortie, et au-delà de mon amour-propre, je pense que je suis capable de trouver des raisons pour lesquelles certains de mes films peuvent marcher ou ne pas marcher. Mais vraiment, ce film, quand je le revois, j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens le trouvent aussi nul. Parce que moi, je me retrouve à sourire devant la bêtise de ces blagues, etc. C'est peut-être parce que le film, quand il est sorti, il a été un petit peu vendu comme une parodie d'Harry Potter et du Seigneur des Anneaux, et je pense que les gens, peut-être, ont été déçus ou ne s'attendaient pas à ce que ce soit si différent que ça, en fait, ça n'était pas du tout ça. Peut-être c'était une époque où il ne fallait pas se moquer du Seigneur des Anneaux et de Harry Potter. Maybe that's right, is that people took it so seriously. The other thing is there's not a lot of jokes in the movie. You know, a lot of the comedies I've worked on, there will be the setup and the payoff. This is more just absurd, vulgar, violent humor-ish. But it's not, there's not like, laughter in an audience even, it kind of trickles and you sometimes laugh later than the joke. And so it is a specific flavor of humor that is by design kind of uncomfortable. And so maybe that's not for everybody, but we gave it a shot. En fait, oui, c'est possible aussi parce que c'était tous ces sagas étaient vraiment prises très au sérieux. C'est pas un film qui a des blagues avec un déclencheur et ensuite une résolution. C'est plus un humour absurde, vulgaire et aussi sur la violence. Et quelquefois, en fait, on rit à retardement aux blagues ou à ce qu'on a vu. Donc c'est un humour qui a une saveur particulière, qui joue beaucoup sur le malaise. Donc peut-être que c'est pas pour tout le monde, mais bon, on aura essayé. Alors quand on voit vos trois comédies, qu'on essaie de trouver un peu un point commun entre vos trois comédies et ce que vous avez dit en fait au début de cette discussion le confirme, vous captez un certain état de l'adolescence. D'une adolescence d'adolescents qui ne veulent pas grandir et qui sont à la fois dans la régression et l'érotomanie, etc. Et en fait, moi j'ai revu un certain nombre de vos films et on peut dire que ce sont des adolescents en fait, les héros du film qui se comportent comme des adolescents un peu pénibles, etc., qui font le désespoir de leurs parents et qui ne veulent pas grandir. Et l'autre jour, on a montré George Washington, et George Washington nous montre aussi des adolescents, et même des préadolescents, qui, eux, ont déjà grandi, en fait. C'est-à-dire que cet état de régression, en fait, ils n'en veulent pas, sans doute parce qu'ils ne voient pas comment... Peut-être qu'ils ne se projettent pas dans une vie qui durerait longtemps, etc., parce qu'ils sont d'une condition sociale différente. Et donc, j'ai l'impression que vos comédies ne sont pas du tout quelque chose d'isolé dans votre filmographie, mais une autre manière de décrire l'adolescence américaine. Pardon d'être un peu français, là. Je suis un peu le critique français. Mais... Beautiful. I love that. All of that is beautiful to me, because I think every film I've done, from the first to the last, are all childish in some ways. They're dealing with childhood, if it's George Washington and kids beyond their years and looking at their own mortality. If it's Halloween is a franchise I was involved in because that movie terrified me as a young kid and gave me nightmares, and I got to step in the ring with Michael Myers and Laurie Strode. The comedies show some of the infantile sense of humor that I have. And I would also say that people have told me that this movie is for 12-year-olds and they weren't allowed to see the movie. So because of the vulgarity and the violence, if I had toned that down, because I've become good friends with Universal, did the Halloween movies as well. So I made them their money back and more from this one. So I don't feel guilty. But we have had that conversation that if I'd made it suitable for all audiences,
there may have been a chance of a bigger box office, potentially. Mais non, j'aime beaucoup ce que vous dites, c'est très beau, au contraire. Et effectivement, je pense qu'il y a un élément de l'enfance, d'enfantin dans tous mes films, que ce soit dans George Washington ou aussi dans d'autres films où on parle d'enfants face à leur sentiment de mortalité, ou de jeunes adultes face à la mortalité, donc qui ne voudraient pas grandir. La saga Halloween, moi je m'y suis mis parce que aussi c'était un film qui me terrorisait quand j'étais enfant. J'en ai fait des cauchemars pendant très longtemps, et donc l'idée de mettre dans l'arène avec Michael Myers et Laurie, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi. Et puis dans mes comédies, oui, il y a un humour puéril qui est un peu mon humour. On m'a dit que ce film-là, Votre Majesté, était un film pour les enfants de 12 ans, mais sauf qu'en fait il était interdit au moins de 12 ans à cause de sa vulgarité. Et Universal, qui ne m'en a pas voulu, parce qu'après, comme j'ai fait Halloween avec eux, ils ont été largement remboursés, mais ils m'ont dit que peut-être si on avait fait ce film pour un film tout public, peut-être qu'il aurait fait plus entrée. Alors, le soir de l'ouverture, vous avez raconté comment l'envie de faire du cinéma vous est venue. C'est en faisant de la figuration dans le film d'Oliver Stone, né un 4 juillet. D'ailleurs, j'ai retrouvé une photo où on vous voit, qui était parue dans les cahiers, où vous faites de la figuration, voilà. Regardez, c'est vous, là. Voilà, voilà. Et donc, bon, c'était la scène primitive, c'est le moment où vous avez décidé de faire du cinéma. Et pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'être Oliver Stone ce jour-là, et pourquoi vous l'êtes devenu, enfin vous êtes devenu cinéaste? Est-ce que c'est l'envie de raconter des histoires aux autres? Est-ce que c'est ce que vous avez dû voir sur le tournage, c'est-à-dire la possibilité de contrôler la réalité autour de vous? Qu'est-ce qui donne envie de devenir cinéaste à un gamin de 12 ans? Great question. I was always interested in the arts, but never a great artist. I could draw a little bit, I could make a little music. All of the art forms that I experimented with, I wasn't what I aspired to be within that art form. And watching Oliver Stone on the set of Born on the 4th of July, that's a very funny photo, I saw the conductor of great artists. And so watching him work with the cinematographer, watching him work with the actors, watching him, ultimately you see the movies working with the composers and the editors and all the design teams that it takes to make a movie. And I pride myself on having good taste in artists. And so the collective, the collaboration, I don't have to be great at anything other than curating great artists. So I can pick and choose my favorite people, my favorite technicians, my favorite artists to work with, and then design a playground for all of us to do our job. And that's the responsibility of time management. That's the psychology of tapping into what makes everyone perform at their greatest ability. This the economics of the boundaries that people give you on how to make a movie. And I like a team. I like a crew. I like to go to work and have someone for every detail and to be able to design something together. And personally, I'm good at finding that idea at that time that people will give us money to go and make something that can provide for our families at the same time we're able to exercise our storytelling abilities. Oui, j'ai toujours été intéressée par l'art, mais sans être moi-même un véritable artiste, en tout cas de talent. Je dessine un peu, je fais un peu de musique, mais jamais en atteignant le niveau que j'aurais aimé atteindre dans les différents domaines. Et quand j'ai vu Oliver Stone, j'ai vu un chef d'orchestre de grands artistes justement, qui coordonnait, donc un chef opérateur, des acteurs, et puis ensuite plus tard dans le processus, compositeur, monteur, et puis des équipes techniques aussi. Finalement, moi je peux juste me targuer d'avoir un bon goût, peut-être en tout cas un goût assez sûr, et sans avoir besoin d'être moi-même un grand artiste, mais simplement être la personne qui va choisir une équipe de talents pour ensuite créer un terrain de jeu dans lequel on va tous travailler. Donc ça demande aussi une bonne gestion du temps, de la psychologie aussi qui permet de tirer le meilleur de ces équipes,
aussi gérer tout ce qui est l'économie de la fabrication d'un film avec toutes les limites que ça comporte. J'aime vraiment l'équipe, j'aime travailler comme ça, coordonné pour créer une œuvre collective. Et je pense que mon talent, ça serait peut-être de trouver une idée qui va faire qu'on va réussir à se faire financer, à trouver de l'argent pour à la fois nourrir nos familles, mais aussi continuer à raconter nos histoires. Alors, vous avez une des filmographies finalement les plus bizarres du cinéma américain depuis vos débuts, puisque disons que si on regarde vos films un peu superficiellement, on n'arriverait pas à vous cataloguer, c'est-à-dire vous partez de la chronique du naturaliste enfin à la fois naturaliste et onirique, parce que George Washington est un film qui n'est pas seulement un film naturaliste, mais vous partez de la chronique d'une Amérique des marges, très très loin de Hollywood, en tout cas de ce qu'est le cinéma hollywoodien, puis vous tombez au milieu du système avec des comédies, et puis vous devenez même un des meilleurs réalisateurs de films d'horreur américains, ce qui arrive peu, c'est-à-dire qu'il y a de très bons réalisateurs de films d'horreur à Hollywood, mais en général ils font que ça, quoi. Ils sont plus. Et vous avez fait différentes choses. Alors on s'amuse évidemment à trouver les points communs entre tous les films. Et plus ils sont différents, plus c'est amusant de trouver des points communs, des obsessions communes, etc. Ça c'est très français, je dirais. L'idée de la politique des auteurs, c'est de trouver à travers des films très différents une personnalité d'artiste. Alors, est-ce que vous diriez que votre carrière, qui a maintenant, vous avez commencé il y a 25 ans, il y a plus de 25 ans, est-ce que vous diriez que vous l'avez très très vite concertée, c'est-à-dire vous vous êtes dit, je vais essayer de passer par différentes formes de cinéma pour dire ce que je veux dire, ou bien est-ce qu'en fait, elle a été faite par du hasard heureux, mais des hasards? I could talk for an hour on that. It's baffling to me, on one hand, when successful filmmakers just do the same thing over and over. I mean, it's smart for a brand. It's smart for building your fan base. And if you're M. Night Shyamalan or David Fincher, you've got your thing, and the people that like those movies go to those movies. And but I've always thought, I've never wanted to be a big director that says a film by David Gordon Green. I'll say I've admired great character actors like Toby Jones as much as big movie stars, and if there's a way that I can have the character actor's life where you slip into something that can steal the scene or try something new, and you don't have the expectations of the red carpets and the paparazzi and the things like that. I love the idea of being a character actor equivalent as a director, trying new things. Someone came to me recently and said, hey, you've never done a documentary, would you like this? I was like, that's something I would like to do. Why would I like to do that? Because I've never done it, and I don't know anything about it, and I'm sure there would be a great learning curve, and I'm interested in that learning curve. I was interested in this movie when someone says, it's going to take 7 days to film this chase with this chariot. I'm interested in learning how the fuck you would do that, because 7 days for one scene seems insane to me. I usually film a scene in an hour and a half. And so I constantly want to challenge myself. I constantly want to reinvent myself and try something new. I find it very entertaining to confuse an audience. As I said the other day, I find it fun to confuse my mother, who can't wrap her head around my career, and she thinks this movie is very naughty. But I like that the rascal in me that wants to take a chance and take a risk. And when someone says, what do you want to do with $60 million? And I say, I want to do that. And they say, go for it. That's a risk on a career. You know, there was a time when, if I hadn't had the next movie already in the can, it would have been a problem. It would have, but I'd already shot The Sitter before this movie came out. And this movie came out on my birthday, and I love the head of Universal, Donna Langley. I love her. She's still there with the Halloween successes, and so we've become very close to that.
but she calls the Friday this movie comes out, and she gave me a very nice call. And she said, "It's over. It's not working," and that's a really heavy duty call to get. It's like, all right, well, maybe what was that? 2011? What year is this movie? Yeah, so maybe 15 years later, there will be an audience in Paris, and my 14-year-old sons have joined us here for the screening to admire some of the naughtiness of their old men. But maybe 15 years later, there's a new life or a new way to look at the movie, and it's not so specific to the marketing campaign and the fact that Natalie Portman had just won an Oscar for Black Swan, and James Franco had just hosted the Oscars and people didn't like it. All these things that are in the moment are now gone. And so can the movie find its own merit? Can it find its own new life now and in time? Oui, c'est une question sur laquelle je pourrais faire une réponse qui durait 1 heure, parce que moi-même j'ai du mal à comprendre qu'un réalisateur qui a du succès avec ses films ait envie de toujours refaire la même chose. Ça me paraît malin en termes de marque et pour avoir des fans réguliers dont on est sûr qu'ils vont revenir nous voir, comme un Shyamalan ou un Fincher. Mais moi, j'ai jamais voulu être comme ça, un grand réalisateur qu'on va identifier, voilà, un film d'eux, etc. Moi, l'équivalent, en fait, chez les acteurs, j'aime les acteurs qui sont pas des grandes stars, mais qui sont des acteurs comme ça qui ont des seconds rôles très marquants, comme Toby Jones, par exemple, qui est dans ce film. Et moi, j'aimerais me dire que je suis l'équivalent en réalisateur. Donc, c'est-à-dire quelqu'un dont on n'a pas certaines attentes sans arrêt, dont on n'a pas aussi l'attente d'un certain prestige, de tapis rouge, etc. Récemment, on m'a dit, tiens, tu n'as jamais fait de documentaire, est-ce que ça t'intéresserait? Et ben oui, ça m'intéresse parce que ce serait un apprentissage passionnant. Et ce film, en fait, ce qui m'a intéressé, c'était on m'a dit que ça allait prendre 1 semaine pour tourner une scène de poursuite en carriole, ce que je trouve complètement fou parce que moi, une scène, je la tourne normalement en 1h30. Donc j'aime me réinventer, j'aime vraiment expérimenter, et je trouve ça très divertissant de un petit peu perdre mon public ou de désorienter mon public, comme je disais l'autre soir aussi ma maman, parce que quand elle voit mes films, elle se demande un peu ce que je fais. Mais j'aime bien ce côté un peu sale gosse, et quand on me dit, bah voilà, je te donne 60 millions, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et je dis, bah j'ai envie de faire ça. Même si c'est en même temps une responsabilité, quand le film sort le jour de mon anniversaire et je reçois un coup de fil de Donna Langlais d'Universal et qu'elle me dit bah non désolé le film ne marche pas, c'est très dur à recevoir, mais aujourd'hui 15 ans plus tard mes 2 fils de 14 ans sont là pour découvrir un peu l'humour potache de leur papa, et je me dis qu'avec cette nouvelle vie peut-être que ce film peut avoir, il y a un nouveau regard hors du marketing et de l'actualité de l'époque aussi, l'Oscar que venait d'avoir Natalie Portman, enfin tout, voilà, dépouillé de ces choses là, peut-être que le film peut avoir une seconde vie. Et donc, ça répond à moitié à ma question, c'est-à-dire que on a bien compris votre volonté de pouvoir changer de film, de style, de forme, mais est-ce que il y a toujours eu cette volonté-là, mais ou est-ce qu'il y a eu aussi beaucoup de chance, de hasard, de rencontres? It's like when we go to the movies, we don't want to see the same thing over and over. We want to see something different. We saw a horror movie last night, let's see a comedy tonight. And I have that same kind of rambunctious, impulsive spirit. And so I like to mix it up in what I do. And I also recognize that the business changes. And there's a lot of my filmmaker friends that don't change their ways, but I like to watch the business and see how I can fit what I want to do into what there's an appetite for. En fait, je suis quelqu'un, on est tous un peu comme ça, on n'a pas forcément envie de voir 2 fois le même film, et un soir on a vu un film d'horreur, le lendemain on a envie de voir une comédie. Moi aussi, j'ai tendance à avoir ce côté un petit peu versatile, et en plus, je vois que le cinéma est en train de changer, et plutôt que de refaire tout le temps la même chose, moi j'aime observer ce qui se passe dans le secteur et adapter mes envies à ça, et tout en gardant mon appétit. Alors il y a de la critique, notamment en France, là j'ai relu un peu des choses qui ont été écrites sur vous, vous définissent en tout cas, pour une partie de votre œuvre, comme un des rares cinéastes américains à s'attacher à un certain, un certain coin de l'Amérique, en faisant des films à la fois réalistes et en même temps un peu oniriques. Je pense évidemment à George Washington ou à Only the Real Girls, et
j'ai lu sous la plume de la critique que vous étiez un des représentants de ce qu'on appelle le Southern Gothic. C'est le gothique du Sud qui serait d'ailleurs rattacherait votre cinéma à une tradition littéraire. Je trouve ça assez juste. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Quelles sont vos influences, en fait, que, je dirais, au-delà du cinéma, pour vouloir vous attaquer à certains coins de l'Amérique, des États-Unis, disons plus exactement, des États-Unis. I've always loved stories about people that were on the fringe and unusual subcultures or parts of the world that most people don't turn a camera on. And I will always love watching that. I will always love making that. In 1993, I was living in Austin, Texas, and that was the year that Dazed and Confused, A Perfect World, and What's Eating Gilbert Grape came out. And they were all made in the Austin, Texas area. And The Perfect World was the Clint Eastwood, Kevin Costner movie. And Dazed and Confused is one of the greatest movies ever made. And Gilbert Grape is a movie that meant a lot to me at the time. And so those were movies that I felt, so I'm 18 years old and watching those movies, and I'm about to make the commitment to myself to do what it takes to make movies, to make the sacrifices, the compromises. I don't have good grades, I don't have big money, I don't have the opportunity. How do I do it? And those three movies in that year, and they're all in the fall, said those are movies that you can touch. Those are places that you have access to. Those are characters that you can be inspired by and then go deeper. And so those three films gave me permission to find a fucking camera and go film people. Oui, moi j'aime vraiment les histoires depuis toujours sur des personnages en marge. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est de l'ordre d'une sous-culture, de l'insolite, et montrer des personnes ou des endroits qui sont peu montrés d'habitude à l'écran. En 1993, j'avais 18 ans et je vivais donc à Austin, au Texas. Et cet automne-là, sont sortis 3 films qui étaient tournés aux endroits que moi je connaissais moi-même, donc Dazed and Confused, Un monde parfait, de Clint Eastwood, et puis Gilbert Grape. Et en voyant ces films, c'est une époque où je me suis vraiment engagée à faire tout ce qu'il faudrait, tous les sacrifices, les compromis pour faire des films. Et finalement, ces 3 films qui sont sortis concomitamment, dans des décors où d'un seul coup je sentais que je pouvais avoir accès à ces endroits, et des personnages que je pouvais moi-même creuser. Je pense que c'est ça qui m'a autorisée à me bouger le cul et à prendre une caméra et à filmer. D'ailleurs, ce qui est remarquable dans vos films, c'est pas seulement les personnages, mais c'est les lieux. Quand on voit George Washington ou bien le film que vous faites après, ce sont des lieux à la fois extrêmement réalistes, sans qualité, un peu sinistres, et en même temps on a l'impression qu'ils sont rattachés, qu'ils sont déconnectés. Et donc ça introduit une dimension à la fois réaliste, mais aussi un peu cauchemardesque, pour des films qui... Et voilà, moi j'aimerais que vous parliez de la façon dont vous utilisez l'espace et les lieux. I find beauty in things that are rusted and falling down and decomposing. I find great beauty in nature coming back to reclaim places that have been sabotaged by man and seeing what those chemistries inspire. And particularly in my early films, living in the South almost all my life, I still do, is you just want to get out of the car and take a picture. You want to know who lives there and inhabits it, and sometimes it feels very dangerous, other times it feels very inviting. And both of those themes, I think, are a great balance for me as a storyteller to be able to find characters.
Oui, je trouve vraiment de la beauté dans tout ce qui peut être rouillé ou décrépit en décomposition. Également des endroits dans lesquels la nature reprend ses droits après des catastrophes qui ont été créées par les hommes. Et j'aime vraiment sentir cette alchimie entre les deux. Et ça se ressent notamment dans mes premiers films, parce que je vivais donc dans le sud des États-Unis, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et je trouvais qu'on avait tout le temps envie de sortir de sa voiture quand on était sur la route pour prendre une photo. Et dans des décors qui effectivement peuvent faire ressentir à la fois une sensation de danger et à la fois paraître accueillant à d'autres moments. Et donc c'est dans cet équilibre que j'aime faire évoluer des personnages. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de la trilogie Halloween, parce que c'était quand même pas évident de vous confier ce projet. On imagine que Universal a fini par acquérir les droits et donc cherchait sans doute un cinéaste pour ressusciter la trilogie. Ils font appel à vous. Donc j'ai plusieurs questions à vous poser en fait sur Halloween, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils ont pensé à vous? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Deuxièmement, est-ce que vous aviez en tête les 3 films tout de suite, la trilogie? Parce que les 3 films, en fait, c'est un seul film, en fait, avec 3 chapitres bout à bout. Et votre idée, finalement, de faire exploser la franchise à la fin, de dynamiter le mythe de Michael Myers en le faisant quasiment disparaître, et en essayant de nous convaincre que nous sommes tous Michael Myers, est-ce que c'est passé comme une lettre à la poste? Alors j'ai vu que vous aviez collaboré au scénario, vous aviez coécrit le scénario, certains, ou peut-être un épisode avec Danny McBride, je crois, donc avec vos copains. Et donc voilà, moi comme j'ai été ébloui en fait par ce projet cinématographique, cette trilogie, je voudrais que vous en parliez un peu, tout en rappelant à notre cher public que les 3 films passeront la semaine prochaine, l'un après l'autre. Voilà, samedi prochain. Ne le ratez pas. So, I'll back up a little bit. When I showed Donna Langley, who I mentioned was is the head of Universal and was when we made this movie. When I showed her Your Highness the first time, she called me the next day and said, "I love it, and the next time it's between you and another director, you get the movie." So she had that confidence in me when she saw the rough cut of Your Highness, right? And so through the tumultuous and disappointing returns of this movie, it was nice to have that phone call, that confidence in a very powerful person in Hollywood. So fast forwarding, I make the movie Stronger, which was this Jake Gyllenhaal movie about the Boston Marathon bombing that played the other night, and worked really hard on it. That movie was getting great reviews and still went down the toilet from a commercial standpoint. And those are, as I said, those are really tough weekends. Your movie comes out, you've put 2 years of your life into something, and it's about to vaporize. Those are hard psychologies to wrap your head around. I'm sure you can imagine. And on that Monday morning, after the producer Jason Blum had seen the movie, and he wrote me an email that said, "What would you do with Halloween? John Carpenter doing the score, total creative control." That was the email. Alors donc je vous parlais de cette chef de studio d'Universal qui, après avoir vu le premier montage de Votre Majesté, m'avait téléphoné en me disant qu'elle adorait le film. Elle m'avait dit, pour un prochain film, pour un prochain projet, si on a le choix entre toi et un autre réalisateur, ce sera toi. Donc malgré les mauvais retours que ce film a pu avoir, c'était quand même réconfortant d'avoir cette confiance de quelqu'un d'aussi puissant à Hollywood. Ensuite j'ai fait le film Stronger, donc avec Jake Gyllenhaal sur une des victimes de l'attentat du marathon de Boston, qui a eu de bonnes critiques, mais qui commercialement, encore une fois, a été décevant. Et encore une fois, c'est extrêmement compliqué quand le premier week-end d'exploitation d'un film, alors qu'on a mis 2 ans de sa vie dans un film, psychologiquement, c'est vraiment rude de s'entendre dire que le film ne va pas marcher parce que le premier week-end est décisif. Et donc après ce rude week-end, le lundi matin, je reçois un email de Jason Blum, le producteur, qui me dit qu'il avait vu le film Stronger, qu'il avait aimé. Il m'a dit: qu'est-ce que tu ferais de Halloween? Ce serait John Carpenter qui composerait la musique et toi tu aurais le total contrôle créatif.
So what do? I pick up the phone and I call Danny McBride, my college friend, playing Thaddeus in the movie today, and I say, I just got this crazy email, and he said, you're taking me with you. We're going to write that. We're going to do that. And having that enthusiasm from a collaborator was great. And so we got in a room. Actually, Attila, the assistant director on that film, is here. Richard Wright, our production designer, is here. Mike Simmons, our DP, just left. But we got in a room and we kind of just started to think, what would we do with this? And we had a concept of a movie, because the early ideas were, would we do 3 movies? But I'm smart enough to know that not all my movies work commercially, and I don't want to be the guy having to make 3 movies when the first one is in trouble. So we thought, let's just do 1 movie. All of the ideas, or many of the ideas from all 3 of the movies, were ideas we were spitballing for that first film. But we made our edits and our cuts and refined it until it felt like one solid film. But when that movie was very successful and it came time to have the conversations of sequels, we had a flood of ideas and a great arsenal to be able to put that together very quickly. Donc j'ai appelé dans la foulée, j'ai téléphoné donc à mon ami Danny McBride qui joue donc Thaddeus dans ce film aussi. Et je lui ai dit, je viens d'avoir un email complètement fou. Et il m'a dit, non mais on y va, tu m'emmènes avec toi, tu m'embarques et on y va. Donc cet enthousiasme que j'ai eu de sa part m'a vraiment beaucoup aidé, ça m'a porté. Et ensuite on a constitué donc cette équipe, dont certaines personnes sont ici dans la salle, chef décorateur, assistant réal et notre chef opérateur qui est reparti là aujourd'hui. Mais on a donc assez vite mis en place un concept pour le film. Et dès les premières idées, moi j'avais quand même en tête d'en faire 3. Mais j'ai eu l'intelligence et le recul de voir que tous mes films ne marchaient pas forcément bien. Et donc je me suis dit, je vais commencer par un. Et on a fait en sorte que ce soit un film au montage qui se tienne tout seul, qui soit suffisamment solide pour tenir tout seul sur ses 2 jambes. Et à partir du moment où il a bien marché, moi je savais que j'avais suffisamment d'idées ensuite pour parler de suites et pour ensuite mettre en place des suites assez rapidement. Alors, vous l'avez dit, vous aviez en tête le souvenir de la découverte du Halloween de John Carpenter. Je suppose que vous étiez enfant, et c'est vrai que c'est un film marquant. Est-ce que, je voudrais peut-être justement déborder de cette constatation-là sur quels sont les films qui vous ont formé en fait. Quelles sont vos influences, les films qui, au-delà du fait que vous avez envie de raconter des histoires, etc., ce que vous avez dit tout à l'heure, quel cinéma était important pour vous? I recently found a list of probably written in 1989, of my 50 favorite movies. And those movies were Beverly Hills Cop, Stand By Me, The Black Stallion, The Goonies, Indiana Jones and the Temple of Doom. There were some. Iron Eagle was in there. I think I've always been. Oh, Never Cry Wolf is one. But only American movies. At that time, yeah. At that time, my diet American movies. Que des films américains. At that time, and when I discovered Truffaut. I got into international cinema, and you're to be able to open your eyes to new ways of looking at things and storytelling. And what I really loved at that point was finding movies that were, as I said earlier, touchable. Movies that didn't need the big Hollywood machine. Mm-hmm. And so that's when, that's when the modesty of a lot of the films that I was watching came into play. But for the most part, I would say today, my expertise would be in 1970s and 80s American cinema. Those are the movies that, and the more obscure ones become my favorites. Movies like Scarecrow,
Thunderbolt and Lightfoot. Movies that aren't necessarily the ones everybody talks about become my darlings. But it is fun in sculpting a Halloween movie to start watching Korean horror films and learning about, using that opportunity as an education to expose myself to something I didn't know anything about at the time when I was writing those with Danny, and being able to see movies from around the world with an excuse to do some research and dig a little bit deeper into an industry that you think you know a lot about, but once you open this other door, there's a whole new world. J'ai trouvé récemment une liste des 50 films, de mes 50 films préférés que j'avais dressé moi-même à l'époque en 1989. Alors ce sont donc exclusivement, à l'époque c'était exclusivement des films américains, donc Le flic de Beverly Hills, Stand By Me, Les Goonies, alors après je connais pas toujours les titres français, donc Black Stallion, Indiana Jones et le Temple Maudit, Iron Eagle, peut-être que... L'Aigle de Fer, Never Cry Wolf, je sais pas. Et puis ensuite au lycée, donc j'ai découvert Truffaut et le cinéma international qui m'a ouvert les yeux sur aussi beaucoup d'autres choses. Et encore une fois, ça m'a donné aussi ce sentiment d'un cinéma accessible, et ça j'ai apprécié ça, sans la grosse machine hollywoodienne derrière. Et donc la modestie des moyens m'a aussi beaucoup plu et beaucoup aidé. Mais c'est vraiment ce cinéma des années 70-80, film américain dont je suis assez expert. Les plus obscurs aussi devenant petit à petit mes préférés, comme Scarecrow ou Thunderbolt and Lightfoot. Le canardeur de Cimino, et le premier c'est L'épouvantail de Jerry Sosbeth. Et ensuite, en me mettant à faire des films d'horreur, je me suis intéressée à l'horreur coréenne, et c'était formidable d'apprendre justement sur ce nouveau genre. C'était un prétexte pour faire des recherches et creuser aussi le cinéma quand on croit que c'est un monde qu'on connaît, mais en fait découvrir plein de choses qu'on ne connaît pas. I'll also say I like a lot of movies that are not necessarily masterpieces. For Halloween Ends in particular, there's a movie called Butcher Baker Nightmare Maker that I love and is really effective. For Your Highness, I love Beastmaster, Hawk the Slayer. There's an appeal for me to movies that aren't necessarily perfect, and I like the rough around the edges, sometimes the failures, sometimes the bad acting. There's certain things that I get into just in terms of being entertained, and it changes, but my tolerance and my appetite. But Leo, I was just telling you we should watch a movie. What was I telling you when we got home? Oh, we were going to watch the old Super Mario Brothers movie, the John Leguizamo one. We got home, I have the DVD, Richard gave me the DVD, so we're going to watch the old Super Mario. It's people say it's unwatchable, just give it a shot. It's not what you think, it's something else, and it's weird, and enjoy it. There's one other movie that we were going to, I don't know, I'm always looking for things to torture them by their own education at this point too. Et j'aime particulièrement les films qui sont pas forcément des chefs-d'œuvre, qui sont pas des films parfaits, qui ont des aspérités où on voit les coutures, et parfois même où ça ne joue pas forcément tout le temps très bien. Et d'ailleurs, je disais à mes fils qu'il fallait qu'on regarde le premier Super Mario. Certains disent qu'il est irregardable, mais en fait, non, il faut le regarder. C'est pas forcément ce à quoi on s'attend. Oui, c'est un film bizarre, mais je trouve toujours des moyens de torturer mes garçons pour leur faire leur culture. On va peut-être vous laisser un peu la parole si vous avez des questions, des déclarations. Il y a quelqu'un ici. Ouais, vous aviez dit que l'idée de faire ce film, ça vous était venu quand vous étiez dans vos jeunes années au collège, en high school, tout ça. Et je me demandais, est-ce que cet univers de fantasy vous avez particulièrement bercé, genre vous jouiez à Donjons et Dragons ou à des trucs comme ça à l'époque, ou c'était juste vraiment comme ça, parce que ça baignait dans la pop culture avec le Seigneur des Anneaux et tous les trucs comme ça, ou est-ce que c'était vraiment... est-ce que c'était un geek de l'époque, etc., ou est-ce que c'était vraiment un petit truc, genre comme ça, au pif? For the genre of fantasy? Yeah, the genre of fantasy, I was not into the Dungeons and Dragons side of that. I was into the trashy movies
that had a lot of nudity and violence. That my parents I had very strict parents, and the type of movie I'm talking about was forbidden in my house. And so that became something I sought out. And there's a whole world of weird sword and sorcerer, R-rated, vulgar content out there. But that was my thing. I just thought that was a fun subgenre of watching trashy movies with my friends. You have the names of the movies? I mean, there's so many. But you start with Beastmaster and Hawk the Slayer. Those are a classier side of these things. But it's epic. The Milius movie, Conan the Conan the Barbarian is great. Yeah, again, that's a great film. Yeah, find the ones that have the Barbarian brothers, not Arnold Schwarzenegger in them. There's one called Barbarian. There's a lot of these. Guys with big muscles, girls with big boobs, and they bring a sword into the game, and everybody has fun. Did you watch at that time the Italian imitations of American success? Because there were a lot of Italian movies, which were fantasy movies. And I love movies that are dubbed. Like I love dubbed in English is very fun. There's a great Lou Ferrigno Hercules movie that's really good. But yeah, so a lot of that is just part of and also at a point when you're discovering irony, like when it's so bad it's good, and these types of things. So there's a lot going on in my young mind, and I think everybody's kind of the same between 11 and 24, those ages where you're just absorbing music and movies and processing who you are and what you like, what your sense of humor is, how you're going to be offended, all these things are so fun just to cook up, but I'll make you a list. There's a lot of them. Alors, pas dans le sens où j'aurais été fan de Donjons et Dragons, c'était pas du tout ça mon délire. Moi, j'aimais vraiment les films dans cette veine-là, dans la veine médiévale ou fantasy, qui était le genre vulgaire et violent avec beaucoup de nudité. J'avais des parents très sévères, donc c'était vraiment la transgression de ces films qui étaient interdits, les films ces films-là de KPDP qui représentaient un sous-genre du film de KPDP qui était extrêmement fun, donc type Conan le Barbare, et même essayer de retrouver ceux qui sont donc sans Schwarzy, c'est ça, avec Barbarian dans le titre. Voilà, tous ceux avec Barbare dans le titre, où les mecs ont des gros muscles, les filles ont des gros seins et tout le monde s'amuse. Et après, dans les films effectivement étrangers que j'ai pu voir, autres qu'américains, comme j'aime beaucoup les films doublés, ça peut être aussi extrêmement drôle. J'aime aussi certains de ces films-là. C'était un âge où aussi j'apprenais un peu ce que c'était l'ironie. Quand quelque chose est tellement mauvais qu'en fait, voilà, c'est le plaisir qu'on en tire vient de là. Et l'âge entre 11 et 24 ans, on a tous, c'est un peu l'âge où on se forge notre goût, notre humour, et puis aussi nos limites, ce qui va nous choquer. I think my favorite moment in Your Highness is the barbarian, the big muscular guy that comes out and he says, "Step back, new friends, I'll lead the way, for tonight evil's met its match." That guy's not going to win an Oscar for that movie. But the way he says it is better than Arnold himself. There's no one's going to say that line any better than that guy. Mon moment préféré dans ce film, c'est donc le moment où le barbare donc dit cette phrase, l'annonce comme ça. Il n'aura certainement pas un Oscar pour ça, mais il le dit mieux que Schwarzy ne l'aurait fait. He seemed so bored. he was something. Il avait l'air très ennuyé, enfin de s'ennuyer. Il avait l'air vraiment de s'ennuyer. Alors c'est moi. Bonjour. Non, mais merci en tout cas à la Cinémathèque d'organiser un hommage, parce que c'est bien de voir ce film-là et le soir même les rapaces de Van Stroheim. Les deux peuvent cohabiter, c'est bien, c'est une bonne idée. Et non, je voulais poser une question en lien avec Danny McBride, parce qu'on connaît votre carrière au cinéma, mais moins à la télévision, et en fait vous avez fait une grande série pour moi. Danny McBride, pour moi, c'est un des plus grands génies comiques qui est moins connu, je pense, en France qu'aux États-Unis. Mais pour moi, c'est un des plus grands génies comiques avec Will Ferrell. Et je sais que d'ailleurs, vous écrivez une série, enfin, vous faites une série avec Will Ferrell, on m'a dit apparemment, actuellement. Et donc, je voulais savoir cette écriture sur cette série Eastbound and Down, qui est Kenny Powers, et en français. Et cette série avec ce joueur de baseball, enfin cet ex-joueur de baseball loser, et voilà, je voulais savoir ce travail à la télévision avec Danny McBride notamment, et comment vous alternez avec ça le cinéma, enfin voilà. And did Eastbound and Down play in France? Okay.
So I'd say part of what my relationship with Danny, and he lives down the street from me now, and he lived in the dorms, in the same hall in the dorms in our university together. And part of it is, what can we get away with? Like, there's a little bit of a mischievousness to everything that we do. And Eastbound and Down was a time when, it was before he was famous, and HBO took a chance on making a show. And early, when we started showing people the series, they didn't know what to do with it. It's an unlikable character. And slowly that show, and a lot of the characters that I've been fortunate enough to work with Danny in, they grow on you, and you get to know them, and you understand that you're allowed to laugh at them. And some of the obnoxiousness or the vulgarity starts to become part of the charm. And he has this secret recipe of charisma that I don't have, where he gets to say horrible things, and people think it's funny. If I said them, you'd punch me in the face. He gets to say all this stuff. And so, as a comedic muse for me, it's so amazing to have this vessel that can relay these often obnoxious, frequently vulgar, but also strangely vulnerable types of characters. So that's what we enjoy creating together, and we've done it on multiple TV shows and movies. Oui, c'est vrai que ma relation avec Danny McBride, elle remonte à très loin, et aujourd'hui en plus on est voisins, et dès l'école de cinéma à la fac, on était dans le même bâtiment à la CTU, et depuis toujours notre idée ça a été de dire on voudrait faire le maximum de bêtises et rester impuni avec ces bêtises-là. Donc il y a beaucoup de malice dans ce qu'on a toujours fait. Et donc cette série-là, on l'a mise en chantier avant que lui soit connu. Et HBO a vraiment misé sur nous, a fait ce pari avec nous. Et c'est effectivement un personnage pas très sympathique. Et il y a beaucoup dans nos collaborations et dans lui, ce qu'il fait, ce qu'il joue, des personnages qu'on apprend à aimer. On se rend compte qu'on a le droit de se moquer d'eux également. Et le fait qu'ils soient odieux, au bout d'un moment, fait partie de leur charme. Il a vraiment cette recette secrète du charisme qui lui permet de dire des horreurs et que les gens trouvent ça drôle, alors que moi, pour la même phrase, je me ferais tabasser. Et vraiment, c'est une muse comique pour moi, et c'est un relais extraordinaire qui me permet donc de créer ces histoires et ces personnages vulgaires, insupportables, mais qui ont un côté fragile aussi. And yeah, I could talk forever about him, but I just think that there's something, he's got the magic touch. He's never auditioned for anything, and he's never gotten a headshot, and he never wanted to be an actor. So part of it is that he is just somebody that you want to know, and you talk to him and you want to talk more, and you turn a camera on him and you want to just poke the bear a little bit and see what comes out. And so that's so fun for me. We were talking about improvisation. He's the master of that because he can just be in the moment. He's responsible for getting me the job on Pineapple Express because Judd Apatow and Seth Rogen had seen a short film, The Foot Fist Way, which is something you should all see too. It's a great movie. But that was a bit of a Danny vehicle. And so when he met with Judd and Seth and they talked about this movie, hypothetically, this movie, Pineapple Express, he said, you should talk to David Green about it because he'd like to do a comedy. And they just kind of laughed and he said, no, I'm serious, you should talk to him about it. And so it's fun to have someone that knows me so well, and then you get to take these big chances together. Half of that movie, I would have to excuse myself from set because I was laughing so hard because those idiots just saying stuff that just tickled me so much. It was tough to make it through a take. Oui, c'est quelqu'un qui n'a jamais passé un casting, Danny McBride, qui n'a jamais voulu être acteur, et qui, du coup, c'est quelqu'un d'original qu'on a envie de connaître, et surtout on a envie de pointer une caméra sur lui pour voir ce qu'il va faire. Et c'est vraiment un maître de l'improvisation. C'est grâce à lui que j'ai réalisé Délire Express.
Et c'est lui qui a convaincu Judd Apatow et Seth Rogen de me faire confiance, alors que j'avais jamais fait de comédie, et donc il se demandait un peu pourquoi mon nom était proposé. Mais justement, c'est l'avantage d'avoir quelqu'un qui nous connaît bien à ce point, et pour ensuite faire des paris sur des prochains projets. Sur ce tournage, vraiment, j'ai souvent dû m'excuser parce que je riais tout le temps, j'avais du mal à terminer les prises sans être mort de rire. Encore des questions? Ça rejoint un petit peu ce qui a été dit précédemment, so I will say it in English. You were born in the South and you grew up in the South, you live in the South. The southeast of the United States, full of storytelling, storytellers and writers. Of course, William Faulkner, but Barry Hannah, Harry Crews, Larry Brown. As they say, Southern writers are you a Southern director or director? I don't know. Donc oui, le sud-est des États-Unis est très riche en artistes, en histoires racontées et en écrivains comme notamment Faulkner ou Larry Brown. Est-ce que vous vous définiriez comme vous un cinéaste du Sud? I don't think so. I think I'm more mysterious than that. Those names that you cited, Barry and Harry and Larry, those are geniuses that are literary icons. And I'm a weirdo that drifts in and out of genre, and I like to live in the South just because it's got characters that make me laugh and some that make me mad, and you know, there's an interesting relationship I have with the region that I live in. But I also have been wandering around Paris for several days thinking, what if I lived here, and what would I make here, and what are the stories someone like me could tell? I'm trying to remember the name. What was the Robert Altman movie that you think is in New York and all of a sudden it's in Paris? Is that Beyond Therapy? There's one of his movies just reveals to be in Paris, and I was thinking, what's my story to travel internationally? You know, it's one thing to make Your Highness in Belfast, but it could kind of be anywhere. But if I was to take challenge myself to take an international leap and make something that felt authentic of a place, and then try to figure out my way to make it personal and probably in my own way connect to my childhood or be juvenile in some way, like how would I do that? So I tend to sculpt my career to be a little bit more less specific. Je crois pas que je dirais ça, je me définirais pas comme ça. Je pense que je suis, c'est un peu plus mystérieux ma définition. Les noms que vous avez cités évidemment sont de très grands noms, ce sont des génies et vraiment des légendes de la littérature. Moi, j'ai grandi dans le Sud et j'y vis aujourd'hui, mais plus parce que aujourd'hui, je rencontre tous les jours des gens qui à la fois peuvent me faire rire ou me mettre très en colère. Donc j'ai une relation un peu particulière, ambivalente et intéressante avec cette région. Mais là, ça fait quelques jours que je suis à Paris, que je me promène et je commence à me demander, voilà, et si j'habitais ici, qu'est-ce que je ferais comme style de film? Il y a un film de Robert Altman où on croit pendant tout le film que ça se passe à New York et finalement, à la fin, on se rend compte que ça se passait à Paris. Et donc, pareil, on peut aussi se poser la question, par exemple, un film comme Votre Majesté, si il avait été tourné à un autre endroit, comment rendre les films que l'on fait très personnels, liés à ses souvenirs à soi d'enfance. Donc je crois que la façon dont j'ai façonné ma carrière, ou j'ai en tout cas tracé ma carrière, est moins précise géographiquement que ça. Ça sera peut-être la dernière question. You reinvented Halloween, and apparently you're supposed to reinvent The Thing by John Carpenter. Can you tell us a little bit more about that? And a second question, you've done many genres. Is there one genre movie that you really want to do next that you haven't had a chance to tackle? Alors vous avez réinventé donc la saga Halloween, il paraît que vous êtes en train de faire la même chose pour The Thing, est-ce que vous pouvez nous en parler? Et puis, est-ce qu'il y a un genre en particulier auquel vous ne vous êtes pas attaqué et que vous aimeriez? The first part, I don't have anything to do with The Thing, but the last I talked to Carpenter, I don't know that anything is actively being developed in that. I know Jason Blum's always trying to get his hands on it, but I'm not sure that anything's passed the Carpenter test yet. He's a very specific and lovely, amazing person to work with, but he's also, as he should be, protective of his body of work and how he would be involved in that. Amazing guy.
And genre that I haven't done, and I was thinking about it a little watching this movie. I like to think that I want to do a musical, and in thinking of a musical more in like the buzz, you know. But I also think that would be really hard, and that would be really time consuming, and that'd be really outside of what I know. And I was thinking about it today because I was remembering watching that movie how stressful it was to make some of these things that I didn't at that point in my career where I didn't know how to achieve all these things that we're trying to achieve. And so am I bold enough, brave enough, crazy enough to take that risk that's very time consuming and align myself with the greatest of the greats and try to figure that out? That's what I like to think I would do. So a musical is the obvious category. You know, a documentary, I know I could get in there, and I have enough great friends that are documentarians, I could get some navigation. A musical seems really intense because you'd want the best fucking dancing you've ever seen. You'd want the coolest, you know, you'd want all of it. And so is this world and this moment in the industry have an appetite for me exhausting myself and putting my heart on the line and doing something like that? Maybe. We'll see, you know, when I wake up tomorrow, maybe I'll have a better idea. Non, alors sur la première question, non, je suis pas liée à ce projet et je crois pas que John Carpenter ait validé quoi que ce soit, même si Jason Blum pousse beaucoup pour que ça puisse se faire, mais il est quelqu'un de très exigeant. John Carpenter, c'est un homme extraordinaire, mais je crois aucune version ou aucune proposition n'a passé le test Carpenter. Il a raison de protéger son œuvre. Mais en regardant ce film-là, je me suis dit que j'aimais caresser l'idée de peut-être un jour faire une comédie musicale qui serait plus dans la veine Busby Berkeley que Wicked. Mais c'est un genre qui me paraît tellement éloigné de tout ce que je connais, de tous mes repères, et quand je me rappelle le stress que ça a été de faire ce film-là, où je devais apprendre à faire des choses que je ne savais pas du tout comment faire, est-ce que j'aurais l'audace et la folie de m'attaquer à ce genre de la comédie musicale, de réussir à m'entourer des meilleurs, parce qu'évidemment il faudrait trouver, évidemment, on veut dans ces cas-là avoir la meilleure danse dans tous les domaines, être au top. Le documentaire, c'est un genre auquel je pourrais m'attaquer plus facilement, je connais des gens dans le documentaire, mais vraiment la comédie musicale, et puis est-ce qu'il y a des financiers assez fous qui ont assez envie que je m'épuise à trouver les clés de ce genre-là? On verra, mais peut-être que demain matin je me réveillerai et j'aurai une idée plus claire. Peut-être la rituelle ultime question, sur quoi êtes-vous en train de travailler en ce moment, ou vos projets les plus immédiats? Someone had mentioned the Will Ferrell. Yeah, so I've just a couple weeks ago wrapped it's really funny, but Will Ferrell and Molly Shannon and Luke Wilson and a great cast for a Netflix series that I did the first 2 episodes. And the last 2 episodes, this last year has been a very TV year. I've got a series coming out in March. There's a detective series called Scarpetta with Nicole Kidman and Jamie Lee Curtis, and that's really fun and crazy. And I think it is released worldwide in March. And then a new Apple series that comes out in May or June called Maximum Pleasure Guaranteed. That's a psychological thriller. And then so you go from detective to psychological thriller to the wackiest, weird Will Ferrell comedy, tapping into some of that treasure trunk of ideas and things like that guy can do so brilliantly. So we're in post on that right now, and then I'm trying to I've got one script that I'm writing for a feature for Warner Brothers right now, which is something I'm really excited about. We can't talk about that yet. And then another movie that I'm trying to make right now that is a detective movie set inside a maximum security prison. So it's a fun. To be a little bit more specific, I'm looking for what's my version of a Tony Scott movie? Like that's what I would like to do next. Like that has that grit and beauty at the same time, has great drama and kick-ass action at the same time. Like that would be a fun next move. So that's kind of what I'm focusing on, but we'll see. Because I say that and then I wake up tomorrow and I'll do something totally different. But that's the intention at this moment.
Oui, quelqu'un a parlé de Will Ferrell, d'un projet avec Will Ferrell. Donc il y a 2 semaines, j'ai terminé le tournage donc de cette série Netflix avec Will Ferrell notamment et Molly Shannon. C'était une année très télé pour moi, puisqu'il va aussi y avoir bientôt une série policière qui s'appelle Scarpetta qui va sortir avec Nicole Kidman et Jamie Lee Curtis en mars, je crois. Et ensuite, une série Apple au mois de mai. Qui s'appelle Maximum Pleasure Guaranteed, qui est un thriller psychologique, donc on passe vraiment, on balaye tout le spectre, jusqu'à la comédie donc loufoque avec Will Ferrell. J'ai aussi dans mon coffre à trésor un scénario de long que j'ai écrit pour la Warner. Je suis vraiment très content, mais je ne peux pas du tout en parler. Et un film que j'essaye de faire, qui serait un polar dans un quartier de haute sécurité d'une prison. Ce serait ma version, ce que j'aimerais en fait en ce moment, l'esprit dans lequel j'essaie de travailler, j'aimerais faire ma version d'un film de Tony Scott. Thank you, David. Merci beaucoup. Merci David et merci à Anaïs qui est parfaite comme d'habitude. Yeah, there you go. So much. This has been an honor. Well, you are very honorable. You are so much fun. This is the halfway point. Halfway, yeah. So I'll come back for the next one. la dernière projection Thank you so much. en octobre